Bonjour officiellement à vous tous. Merci beaucoup d'être en si grand nombre aujourd'hui. C'est très plaisant. C'est pour le comité d'éducation de l'ACPDP. C'est vraiment très apprécié votre grande participation. Donc, bienvenue au webinaire français gratuit offert par la Fondation de l'ACPDP. Je suis Claude Lestage. Je suis consultant en gestion et développement philanthropique, membre du conseil d'administration de l'ACPDP et membre également du comité d'éducation du chapitre du Québec de l'ACPDP, dont je salue le président qui est avec nous, Sylvain Ladouceur. Mes salutations, Monsieur le Président du comité d'éducation du chapitre du Québec. Je tiens à saluer également Erin et Dana qui sont avec nous de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés. On est très heureux donc de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir Marc Deschênes qui va présenter le cycle de sollicitation dans tous ses états. Si vous ne connaissez pas Marc, si vous n'avez pas vu de présentation par Marc, vous allez être très satisfait parce que c'est un grand homme, c'est une grande personne, c'est un homme avec beaucoup de compétences. Donc, on est très excités de vous présenter Marc aujourd'hui. Avant de débuter, ben, on souhaite reconnaître avant tout que nous vivons et travaillons sur les terres ancestrales des peuples autochtones de l'île de la Tortue, qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Ces territoires sont habités par les peuples autochtones depuis des millénaires et ils continuent de nourrir leur culture et leur communauté ici aujourd'hui. En tant qu'immigrants, descendants d'immigrants et visiteurs, nous honorons et respectons tous les peuples autochtones de ces terres et aspirons à construire ensemble un avenir plus équitable et respectueux. Les personnes qui sont intéressées à identifier le territoire sur lequel ils résident ou se rassemblent localement peuvent visiter le site www.native-union.land. Toujours intéressant d'aller faire un tour sur ce site-là. Avant de débuter le webinaire d'aujourd'hui, j'ai quelques instructions standards à formuler lors d'un webinaire comme celui d'aujourd'hui. On vous invite à garder votre caméra et votre micro éteints tout au long du webinaire. On vous invite à entrer en communication les uns avec les autres, comme c'est déjà fait, en passant par le clavardage tout au long de la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions pour Marc, veuillez également les poser par le clavardage et il va y avoir une session de questions-réponses au milieu de la présentation et à la fin également. Vous noterez que dans le courriel vous donnant le lien de connexion qu'Erin vous a envoyé, il y a un lien Dropbox également qui contient la biographie de Marc, des formulaires à remplir en vue de l'obtention des crédits de formation reconnus par le CFRE et le MFAP relativement au webinaire d'aujourd'hui. Également, un PDF de la présentation va être déposé après le webinaire. Ce webinaire donne droit à un crédit de formation reconnu par le CFRE et un crédit également pour le MFAP. Vous recevrez un courriel contenant un lien vers l'enregistrement de ce webinaire dans les 24 heures. Mais avant de commencer, si on veut offrir ce webinaire gratuit, ça nous prend bien entendu des commanditaires. Alors, on va y aller avec un message de notre partenaire Peertree Canada. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Albert Labelle, associé chez Peartree Canada, et en tant que fier partenaire continu de l'ACPDP, je suis très heureux de vous accueillir à la série annuelle de webinaires ACPDP. Peartree Canada a été fondé il y a plus de 15 ans, offrant une approche unique et stratégique pour réduire le coût net après impôt des principaux dons annuels à l'aide de notre structure de dons d'action accréditive. Au cours des prochains mois, vous entendrez mes collègues à travers le Canada vous accueillir à chaque webinaire. Peartree est présente à l'échelle du Canada, ce qui signifie que nous sommes susceptibles de vous connaître, que vous soyez un organisme de bienfaisance, un conseiller ou bien vos donateurs, ainsi que la façon que notre offre peut être maximisée dans votre province. Je vous encourage à visiter peartreecanada.com et consulter la page Équipe pour faire connaissance de nos représentants à travers le Canada. Notre approche est largement acceptée par les philanthropes du Canada, leurs conseillers en patrimoine, en fiscalité et en droit, même dans les scénarios familiaux et d'entreprise les plus complexes, qu'ils soient multigénérationnels ou multiterritoriaux. Des organismes locaux aux grandes institutions,
Peartree aide les donateurs à donner plus et plus rapidement, ce qui se traduit souvent par des dons transformationnels, tout en finançant simultanément la création d'emplois dans les collectivités nordiques et éloignées du Canada. Pour en apprendre davantage, consultez notre site peartreecanada.com. Et maintenant, place au webinaire. Vivement, merci beaucoup à Peartree de commanditer ce webinaire d'aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Marc Deschênes. Marc qui occupe le rôle de directeur conseil en dons majeurs et planifiés à l'Université Laval depuis plus de 10 ans. Porté par son désir d'innover et inspiré par les plus récentes recherches en philanthropie, il a instauré une approche novatrice et stratégique qui lui a permis de générer plus de 30 millions de dollars en dons majeurs et planifiés en faveur de son alma mater, l'Université Laval. Donc, Marc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Sincèrement, c'est vraiment un plaisir de te revoir dans ce contexte ici. Toujours un plaisir. Et moi, je te laisse aller et je te reviens au milieu de la présentation pour la période de questions. Alors, bon webinaire, Marc. Merci beaucoup, Claude. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous et toutes, pour certains que je connais bien. J'aimerais saluer d'abord la présence de gens de Fondation d'établissements de santé qui sont parmi nous, des gens du réseau universitaire et collégial à travers le Québec et même la francophonie, si je comprends bien les inscriptions. Sans plus tarder, écoutez, je vais partager mon écran pour vous parler de cette présentation que j'ai pris un grand plaisir à préparer et dont le titre est un peu impressionniste, hein, vous en conviendrez. Claude, pour me rassurer, tout le monde voit bien. On est en plein écran. Tout le monde voit bien, Marc. Parfait. Ben, Excellent. moi, je vois bien, donc je figure que tout le monde voit bien aussi. C'est parfait. Écoutez, le titre, le cycle de sollicitation dans tous ses états, d'abord, c'est au sens concret, un retour sur les grandes étapes du cycle de sollicitation avec quoi dire, quoi faire, comment le dire, comment le faire, un peu comme dans le descriptif qui était déposé sur le site de l'ACPDP. Mais également au sens figuré. Vous savez, quand on est dans tous nos états, c'est un peu ce que je voulais aller chercher comme pour greffer un sens nouveau à ce titre-là, parce que la philanthropie a bien changé depuis 10 à 15 ans. Ça fait drôle à dire, c'est un métier qui se positionne de plus en plus, mais qui se professionnalise de plus en plus. Et à travers les recherches, à travers nos observations pratiques, on en arrive à en savoir un peu plus sur ce qui se passe chez nos donateurs, quelles sont les pratiques professionnelles qu'on peut exporter, quelles sont les pratiques professionnelles qu'on doit utiliser dans telle ou telle circonstance. Je vous partage tout de suite, attendez voir, le menu de la présentation d'aujourd'hui. D'abord, je vais vous parler rapidement de l'Université Laval et de nos programmes philanthropiques de dons planifiés. Le don planifié, quant à lui, je vous propose une définition inclusive, et ce n'est pas ce que vous pensez. Je vais passer par la suite sur les 6 étapes que je vous ai préparées pour vous, et vous allez voir qu'en cours de route, la littérature peut avoir 5 étapes, 6, 7 étapes, mais essentiellement pour les fins de l'éducation de cet après-midi ou des instructions que je vais vous donner, j'en ai retenu 6, à partir desquelles on va pouvoir retracer pas à pas quoi dire, quoi faire, comment le dire, comment le faire. Et je vous propose une conclusion en 2 temps, et vous allez comprendre vers la fin pourquoi les 2 temps. Comme Claude l'a dit d'entrée de jeu, à l'étape numéro 4, à la fin de l'étape numéro 4, la sollicitation, je marquerai une pause pour accueillir peut-être quelques commentaires, quelques questions, ce qui n'exclura pas à la toute fin, donc une période de questions plus générales, évidemment avec le temps qui nous le permettra. Vous avez vu les 6 étapes, par où commencer, identification, pourquoi on qualifie, la sensibilisation, c'est là qu'on installe la conversation philanthropique, la sollicitation, une étape qui est pourtant naturelle, on va comprendre pourquoi, c'est pas si naturel que ça, et en termes de remerciement, reconnaissance, renforcer le sentiment d'appartenance, et pour terminer, et si la vie philanthropique ne s'arrêtait pas au mode fidélisation. On y va? Je vous parle rapidement de l'Université Laval pour vous montrer en arrière-plan ce grand carré de 1,8 km². 60% du territoire est vert, y compris et considérant les tout nouveaux pavillons de l'Institut nordique,
des résidences pour étudiants autochtones et du pavillon signature Brian Mulroney qui seront construits sur des espaces de stationnement existants. De fait, nous sommes la première université carboneutre de façon volontaire au pays et nous accueillons année après année, ce nombre est croissant, 47 000 étudiants à travers 17 facultés et 2 unités que sont la bibliothèque et le service des activités sportives incluant les 17 disciplines du programme Rouge et Or. Vous voyez tout en bas le stade TELUS qui était rempli à craquer cette fois-là. On espère que ce sera la même chose pour la demi-finale du RSEQ samedi, donc le 2 novembre prochain. Nous avons un programme de dons planifiés pardon, qui s'appelle Pérénia, dont la sous-signature en perpétuer le savoir, qui existe depuis 2010 à peu près. C'est une marque de commerce, on l'a déposé comme tel, et il s'est installé depuis la fin de notre dernière grande campagne un nouveau programme de dons planifiés, dont l'inspiration nous ramène 400 ans en arrière. Donc, les gens qui nous ont précédés, on dit nos ancêtres de langue française, ont préparé un modèle qui nous a inspiré 400 ans plus tard et on l'a employé et utilisé. Et c'est un programme qui est assez unique au Canada. Je vous enverrai le lien pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur le programme Les Centres associés. Une définition inclusive, hein, vous la connaissez toutes, vous l'avez vue sur le site de l'ACPDP, vous la connaissez bien, vous la maîtrisez bien. Alors, des dons hein, sont à partir d'une approche financière ciblée stratégique qui vise à optimiser les avantages d'un don pour le donateur, mais aussi pour l'organisme de bienfaisance. Et de façon très générique, on peut s'attendre à du don par testament, du don par assurance vie. Mais quand on emploie ou on lit le second paragraphe, c'est celui qui implique des sommes immédiates ou différées dans le temps. Et on a tendance à oublier que les sommes au comptant, le don en argent, le don d'action, par exemple, ça fait partie de notre rendu quotidien en termes de dons planifiés. Pardon. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis ceci, on parle de dons planifiés, mais on va parler aussi de dons majeurs. Parce qu'essentiellement, ce sont 2 formes de dons qui commandent beaucoup chez nos donateurs et donatrices. Et c'est parce que c'est ce type de don-là qui va commander l'ensemble des observations et des commentaires que je vous fais dans les prochaines minutes. Le cycle, ben le voici. Identification, qualification, sensibilisation, sollicitation, remerciement et reconnaissance. Et pour terminer, la fidélisation. 6 étapes. Je vous rappelle qu'il y en a, dans la littérature parle de 5 ou de 7 étapes, dépendamment de ce qu'on retient au passage. Mais pour les fins de notre présentation aujourd'hui, retenez ces 6-là, à travers lesquels on va regarder comment le cycle se manifeste. Mais la dimension processus également va être abordée d'une étape à l'autre. Donc, ce sont des étapes qui s'embouffent les unes à travers les autres, qu'on va franchir évidemment successivement. On y va? Première étape, l'identification. Deux thèmes à évoquer, exploration de votre réseau et forage dans votre base de données. Vous savez, on a tous un réseau tout près de nos organisations. C'est un réseau naturel de proximité qu'on dit. Et il est constitué de bénévoles, de participants aux activités caritatives, de vos abonnés sur les réseaux sociaux, des partenaires dans la communauté, les membres de votre CA, les employés de votre organisation, les anciens bénéficiaires, patients ou diplômés, et les parents et amis. J'attire votre attention sur les membres de votre CA parce que souvent, ça tombe dans l'angle mort. Et on ne pense pas à les approcher, à les sensibiliser. Ils font déjà partie de votre grand groupe de gens sympathisants et qui vont faire une grande différence. À cela s'ajoute ce que vous pourrez trouver dans votre base de données. Ce qu'on recherche effectivement à travers cette étape-là d'identification dans votre base de données, ce sont des prospects qui possèdent un maximum d'indicateurs d'affinité et de capacité financière. Par affinité, c'est le cœur qui parle, et la capacité financière qui nous est révélée statistiquement par les dons, les formes de dons, les dons consécutifs. On va le voir dans quelques instants. Vous voyez, quelques indications que nous, on utilise, mais qui se retrouvent souvent dans vos bases de données. Le montant versé à vie, le don moyen, la fréquence du don, le montant du dernier don et nombre d'années consécutives au cours desquelles un don a été fait.
Le dernier est intéressant parce que ça révèle une cote d'amour indéfectible, hein? Et ça, c'est extrêmement précieux pour votre organisation. Ken Ramsey, à qui on doit ce magnifique, ce fabuleux livre Empowerment Dialogue, A New Approach to Fundraising. Ken est un auteur que plusieurs d'entre vous connaissez. C'est un auteur et consultant pour Avatar Group Consulting. Et en 2016, il a donné une conférence. Vous allez me dire, Marc, 2016, c'est un peu lointain, mais je sors sans crainte de me tromper ces chiffres et que Ken nous a partagé à Montréal lors d'une conférence qui s'intitulait Where are those Planet Giving Donors? Et à travers les statistiques que vous avez dans vos banques de données respectives, là, vous retracerez facilement des indications. Et vous voyez ici, le pourcentage de personnes qui ont confirmé une décision de faire un leg, quand ce sont des donateurs annuels qui donnent 1 000 $ et plus, on est à 28 %. Quand c'est 250, 26 à 100 $, c'est 18 % et à travers le temps, 16 %. Les donateurs réguliers, 3 ans et plus, 20 %. Les donateurs mensuels, 28 % les volontaires, les bénévoles, donateurs ou non donateurs, 26 et 23 % respectivement. Et tiens, les membres de votre conseil d'administration, 50 % pour les membres présents et 42 % pour les membres qui ont déjà figuré. Donc, tenant compte de tout ça, vous avez un lot à l'étape de l'identification, un lot de prospects qui présentent un maximum d'indicateurs d'affinité et de capacité financière. Maintenant, tout ce groupe statistiquement ou en partir de votre réseau, toutes ces personnes-là qui ont été identifiées doivent-ils ou doivent-elles être toutes ajoutées à votre portfolio? C'est la question que je pose. Mais il faut passer à l'étape de la qualification. L'étape de la qualification, c'est celle qui vous permettra donc de raffiner, de tamiser et de vous assurer que vous visez correctement à travers un certain nombre de prospects qui vont cheminer, qui vont accepter d'avoir une conversation avec vous. Mais d'abord, au plan fonctionnel, je vous montre ceci. On qualifie au plan fonctionnel, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a une année, c'est 365 jours. Ça représente 104 fins de semaine. Vous avez 50 jours de fêtes avec des fériés, des jours de vacances, temps de réunion. Ça nous laisse environ 211 jours. Donc, on est toujours au plan fonctionnel. Mais je trouvais intéressant de vous partager ça parce qu'au final, par mois, ça va vous laisser 18 jours. Et vous savez que dans nos organisations, puis peu importe, hein, on a beau avoir un mode d'organisation du travail vraiment défini en dons planifiés, on fait de la communication, on gère des successions, et dans les plus petits organismes, vous faites absolument de tout. Alors, au plan fonctionnel, il vous faut absolument être plus ciblé dans votre travail, et c'est ce que démontre cette vignette-ci. Mais plus facilement ou plus largement, il y a des moyens qui sont à utiliser et qui sont, j'allais dire, tendances qu'on retrouve un peu partout. Et je parle d'abord de la conversation philanthropique qui pourra s'initier même à ce moment-là, mais c'est surtout du phénomène d'autodéclaration des prospects. L'autodéclaration, c'est ce qui permet à un prospect de se manifester, de dire oui, je le veux, oui, je veux poursuivre la conversation avec vous, monsieur, madame de telle ou telle fondation. Tout ça pour valider des choix en phase d'identification. Un des éléments importants qui est utilisé dans le réseau universitaire, mais aussi dans certaines fondations d'établissements de santé, ce sont des petits sondages qu'on peut fabriquer facilement avec des plateformes comme SurveyMonkey. Et ça vous permet de poser des questions, d'interpeller les gens que vous avez identifiés en phase statistique qui présentent quand même un certain nombre d'attraits ou d'indicateurs d'affinité de capacité financière, et leur poser des questions tout naturellement sur vos communications à propos de votre programme de dons planifié, la reconnaissance apportée, ma foi, les réseaux sociaux à utiliser. Et vous pouvez aussi poser la question, et c'est là j'allais dire le côté intéressant de ces sondages-là. Avez-vous fait un don planifié en faveur de notre organisation? Souhaiteriez-vous obtenir de l'information? Souhaiteriez-vous qu'on vous contacte? Et vous allez avoir une surprise très grande à travers cet exercice-là, puisque beaucoup de personnes, considérant votre bassin identifié, là, beaucoup de personnes vont quand même se manifester, donc vont accepter de poursuivre la conversation philanthropique avec vous. Vous pouvez aussi
préparer des rencontres d'information sur les dons planifiés, mais vous savez, quand on présente ces rencontres-là, je vous invite à choisir vos mots. Une rencontre sur le don planifié, c'est pas très excitant, mais une rencontre pour optimiser votre philanthropie et même faire venir un expert, ça peut générer de l'intérêt. Alors, des petits groupes de 8, 10, ça peut être en plus petits groupes également, et vous avez une occasion de rencontrer des personnes qui se manifestent, qui s'autodéclarent intéressées. Et là, oui, vous pourrez aller plus loin pour faire cette conversation philanthropique. Vous savez, on produit toutes sortes de documents dans une fondation, peu importe la taille. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est de demander des conseils à 2, 3 personnes que vous aviez déjà pistées. Et vous serez surprise et surpris de constater jusqu'à quel point ces personnes-là, en lisant, en commentant vos documents, soit sur documents d'orientation, préparer une fiche d'information sur tel type de don, peu importe, ben, les personnes, premièrement, ne refuseront jamais, c'est la nature humaine qui le veut, ne refuseront jamais de vous aider, de porter assistance, mais à travers l'exercice, ces personnes-là vont souvent s'auto-déclarer intéressées. Vous avez des événements caritatifs, vous avez des événements où vous rassemblez beaucoup de gens, des sympathisants. C'est une occasion de nouer avec la conversation philanthropique. C'est important et c'est une occasion donc de faire du repérage. Plusieurs d'entre vous avaient un comité aviseur en don planifié. Nous, on en a un, et les gens dans le réseau universitaire aussi. C'est important, ce comité-là, à plus d'un égard, mais c'est surtout, puis là, je ne veux pas entrer dans les grands détails, mais c'est surtout que ces personnes-là vous permettent de prolonger, de rallonger votre bras philanthropique en vous donnant accès à des réseaux qui autrement ne seraient pas explorés. Alors, ce sont des notaires, comptables, planificateurs financiers qui, à travers leur portfolio de clients, se retrouvent à être sensibilisés à votre cause, mais en même temps intéressés à poursuivre la conversation avec leurs propres clients. Et de fait, le fait qu'ils soient sensibilisés, ça leur permettra vous leur fournissez un prétexte pour entrer en communication et d'avoir une conversation philanthropique avec leurs propres clients. Et de là, je peux vous confirmer que nous, ici à l'Université Laval, ça fonctionne très bien et dans les plus petits organismes, dans les localités, ça doit fonctionner très bien également. L'objectif, confirmer l'intérêt philanthropique, c'est ce qu'on doit faire à l'étape de la qualification. De façon générale, la littérature n'est pas très bavarde là-dessus, mais j'ai retrouvé une piste intéressante. En phase d'identification pour 3 personnes, si vous voulez arriver en qualification, une seule va accepter de poursuivre la conversation. Vous en voulez 10, ça vous en prend 30. Vous en voulez 100, ça va vous en prendre 300. C'est une règle générique qu'on retrouve dans la littérature et la note en bas de page en fait foi. Pour nous aider, évidemment, c'est la science. Hein. La science, je vous l'ai dit en d'entrée de jeu de la session, notre métier se professionnalise de plus en plus. Il y a des recherches qui ont été menées et c'est intéressant de consulter la recherche pour nous aider à aller plus loin dans cette étape de qualification. Je vous parle de Russell James, qui est enfin une sommité américaine qui est à Texas Tech University. Il est titulaire de la chaire de finances personnelles et directeur du programme de donation, donation de charité à Texas Tech University. Il y a quelques années, il a publié un ouvrage qui, à mon sens, est capital et Inside the Mind of the Bequest Donor. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du donateur? Toute sa recherche est orientée vers ça. Et c'est ça à travers quoi nous, on est en mesure de savoir un peu mieux maintenant comment réagissent les donateurs quand on leur pose des questions. Les donateurs de dons par testament, notamment. Russell James a glissé non pas des patients, mais des personnes, des prospects, des donateurs dans une machine de résonance magnétique et il leur a posé des questions pour voir comment les zones neurologiques s'activent au gré des questions qui sont posées. Vous savez qu'on a tous 2 cerveaux, un cerveau gauche et un cerveau droit. Le cerveau gauche, ça touche le langage, le savoir-faire, la capacité d'analyse, d'écriture, traitement séquentiel, calcul mathématique, vision du détail, bref, tout notre côté cartésien est là.
Le côté plus impressionniste, quant à lui, c'est le côté droit, le cerveau droit, qui comprend la créativité et, et intuition, les émotions, l'imagination, reconnaissance faciale, mémoire visuelle, capacité de synthèse, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est important de considérer ça parce que Russell James, à travers son exercice, et là, je l'ai fait une saisie d'écran d'une vidéo qu'il propose dans une de ses formations pour vous dire ceci. À travers les scans, si vous me permettez l'expression, les images cérébrales par tranche qu'on voit, quelqu'un à gauche, on a quelqu'un qui fait un don par testament, et on voit qu'il y a quelques zones qui peuvent être activées. On voit un petit point jaune, là. Alors qu'à droite, la même personne, on lui demande de penser à un don par testament et à la mémoire de quelqu'un ou à l'honneur d'un proche. Et c'est là que la zone du côté droit s'active. Et comme je vous dis, quand on regarde la vidéo d'avant vers l'arrière, on se retrouve à voir comme un arbre de Noël qui s'illumine complètement. Et là, vous allez me dire, ben, c'est quoi les questions qu'il pose Russell James? On va y arriver dans quelques instants. L'essentiel, c'est que la décision de faire un leg est connectée à la mémoire et aux émotions de la personne, nous dit Russell James. L'élément central à retenir, mon message d'aujourd'hui, c'est celui-ci. L'histoire du donateur, elle est capitale. Dans ses travaux, Russell James vous donne des repères également pour aller plus loin dans cette étape de qualification. Il a regardé des donateurs et donatrices âgés de 50 ans et plus qui donnent annuellement 500 $ et plus. Et vous savez quoi? Ceux qui disent avoir prévu un legs de bienfaisance, qui n'avaient pas d'enfants, c'était 50 %. Petits-enfants, on glisse à 17 % et arrière-petits-enfants, 9,8 %. Mais Russell James est allé plus loin dans cet exercice-là. Il a fait une analyse de régression à travers des adultes de 50 ans et plus, comparés à d'autres adultes autrement identiques, qui disent avoir prévu un legs de bienfaisance. Et vous voyez les facteurs de l'analyse et les facteurs qui sont dans le tableau. Quand on a complété les études universitaires versus les études secondaires, on a 4,2 % de chances de plus de faire un don par testament. Donne 500 $ et plus par an, 3,1. Fait régulièrement du bénévolat, 2 %. Quelqu'un qui a eu un épisode d'AVC, 1,7. Quelqu'un qui a 10 ans de plus, donc que les 50 évoqués plus haut, 60 ans, bien, on ajoute 1,2 %. A eu un diagnostic de cancer, 0,8. Vous voyez, ces indications-là, on les partageait tous un peu intuitivement, mais la recherche, la science est venue nous confirmer, corroborer ce qu'on savait un peu intuitivement après 5, 10, 15 ans de pratique. Et c'est ça la beauté de la chose avec la recherche. Ça nous amène à parler de la sensibilisation. Une étape importante, et oui, c'est là que la conversation philanthropique va prendre forme à travers différentes étapes. Je vous en montre quelques-unes qui sont intéressantes, mais c'est bon de revenir à ces principes-là. Vous savez, en philanthropie, on fait du public postage, on fait toutes sortes de choses. Il y a des moyens froids à utiliser et des moyens chauds. Si on veut les classer, le courriel dans les moyens froids, la correspondance. Quand on arrive plus haut, dans le haut, des rencontres face à face, ce sont des moyens de communication ou d'échange beaucoup plus chauds. Le téléphone est évidemment un outil fort important. Et c'est inséré durant le temps de la COVID un petit nouveau, hein, les Teams et Zoom de ce monde qui nous permettent d'entrer en contact, qui nous ont permis durant cette période-là de faire peut-être un peu de sollicitude, enfin, plutôt que de la sollicitation, de dire comment ça va en temps de COVID. Ça, nous, on l'a beaucoup utilisé. Mais tout ça pour vous dire que cette échelle de gradation-là fait apparaître ceci. La communication, au fur et à mesure, là, sera initiée par des moyens de communication plus chauds à travers la conversation philanthropique. Donc, faire un leg, faire un don par testament, faire un don majeur, ça peut s'initier peut-être par des moyens froids, mais inévitablement, vous allez apprendre le téléphone, vous allez faire des rencontres face à face de plus en plus fréquemment, et c'est le lot de notre travail. Russell James nous parle, on a vu évidemment qu'il y a des choses qui se passent dans la tête du donateur, puis Russell James, dans un de ses webinaires, utilise, en fait des recherches, et il y a des phrases et des mots, il y a un vocabulaire associé au don planifié, un vocabulaire qui facilite, nous dit
le titre de son webinaire, hein, qui facilite le don planifié. En utilisant des mots familiers, ils sont 2 fois plus efficaces que le jargon plus technique, financier ou même juridique. Parler de faire un don par testament, c'est plus simple que d'y aller avec, par exemple, de faire utiliser une fiducie résiduaire de bienfaisance avec un retour de fiscalité. Vous voyez? Alors, il a observé ce genre de choses-là. Les émotions et la mémoire, on le savait déjà depuis quelques pages d'écran, sont des prédictifs importants. Et oui, les incitatifs fiscaux fonctionnent bien, mais toujours se rappeler que la philanthropie est avant tout un geste social, nous dit Russell James. Dans ce même webinaire, hein, il aborde la mort. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont été tentés d'utiliser ça, mais Russell James nous dit non, n'allez pas là. Ça va créer une stratégie d'évitement chez votre donateur. Bien sûr que les gens savent qu'ils vont mourir un jour, mais c'est un piège à éviter. Moi, personnellement, et même les gens que je connais bien, là, parlent plutôt de sommes réservées au décès. On passe du côté plus symbolique de l'immortalité, nous dira James, mais d'aborder la mort parce qu'on parle de don par testament. Touchez pas à ça. C'est aussi simple que ça. Il y a des notions de base que vous connaissez bien, puis certains ont des sites Internet vraiment bien documentés à cet effet-là. On va parler de dons par testament, naturellement, dons par assurance vie, dons d'actions cotées en bourse, les grands classiques, vous savez. Ça, c'est bien, mais je vous avertis d'un piège. Premièrement, je vous dirais, ce n'est pas forcément là-dessus que les gens vont conserver leur attention, mais en tout temps, quand vous avez à présenter des grandes avenues, comment on fait un don par testament, comment on fait un don par assurance vie, je vous invite à ne pas jouer de rôle conseil. Et ça, je l'ai vérifié moi-même auprès de l'autorité des marchés financiers au tout début, quand j'ai commencé. Pourquoi? Parce que ce sont des actes réservés. Ce sont des actes réservés chez les planificateurs financiers, les notaires, les comptables, les courtiers en assurance. Et de ce côté, l'autorité des marchés financiers nous invite à ne pas jouer de rôle conseil. Si quelqu'un, par exemple, vous dit écoutez, Monsieur Lestage, est-ce que vous donneriez, vous, à ma place, ma police d'assurance, vous en prendriez une nouvelle? Ne répondez jamais à ça et ça nous amène au deuxième thème, toujours guider le donateur vers le professionnel qui l'accompagne. Ce sont les 2 recommandations très importantes à suivre, nous dit l'autorité des marchés financiers. Et comme je le disais, concentrer trop d'efforts sur les aspects techniques d'un don planifié, ben, ça peut devenir contre-productif. Pourquoi? Ben, c'est Fraser Green qui va nous le dire. Fraser Green a pris sa retraite en septembre dernier. Oui, après 20 ans de pratique. Mais Fraser Green, ses collaborateurs et collaboratrices, je dois dire, là, c'est un auteur et consultant canadien. C'est lui à qui on doit Iceberg Philanthropie en 2007, cet ouvrage capital qui est important à lire. Et vous voyez, en dessous de l'iceberg, là, il y a des pièces de monnaie. Mais le don planifié, le don majeur se retrouve là-dedans. Il nous dira Green, bien sûr, s'il y a une conversation philanthropique. 10 ans plus tard, il a récidivé avec ce livre dont la page couverture va vous faire sourire, mais elle est tellement bonne. You can't take it with you. Puis c'est l'art et la science du don par testament, du don du legs. Et avec ses collaborateurs et collaboratrices, Fraser Green, donc, regarde les différentes manières de donner. Et c'est surtout que Fraser, en quittant en septembre dernier, a fait une sorte de leg. Et vous voyez sur le site de GoodWorks, il était pour la firme GoodWorks. Et il y a eu, c'est un blog dans lequel il a déposé 3 choses importantes, puis j'ai récupéré des morceaux qui sont absolument succulents et qui, moi, si je l'avais su là, au tout début, ben, ça aurait été vraiment, vraiment bon. Mais là, je le partage avec vous, regardez ça. Une de ses observations vient de ses groupes tests. Il a fait des groupes témoins, Fraser Green, au tout début. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, les donateurs ne veulent pas que leurs organismes de bienfaisance préférés leur apprennent à faire de la planification financière. Ils veulent entendre parler de votre mission, de vos objectifs et des progrès réalisés pour les atteindre. Comme l'a dit un donateur lors d'un groupe de discussion que j'ai animé, je ne veux pas d'instruction, je veux de l'inspiration. Cette phrase-là, à elle seule, permet de comprendre où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui avec la présentation sur le cycle de sollicitation dans tous ses états.
Vous allez être amené à parler de la mission de votre organisme, de faire le lien entre la mission de votre organisme et l'histoire personnelle de votre prospect. Vous aurez des exemples, évidemment, vous avez des exemples de questions pour ouvrir la discussion. Puis, vous savez, une question passe partout, c'est de dire, mais parlez-moi un peu de votre lien avec notre organisation. Comment se positionne notre organisation dans l'histoire de votre vie? Ça commence comme ça. Mais Russell James va nous dire plus loin, c'est la responsabilité du solliciteur de faire avancer cette histoire. C'est extrêmement important. Dans son livre, le livre numéro 4, Socratic Fundraiser, vous savez, Socrate se posait des questions, hein? Et il s'est inspiré de Socrate pour élaborer un certain nombre de questions. Et ceux et celles qui sont en panne de questions pour comprendre et faire avancer la conversation philanthropique et l'histoire du donateur ou de la donatrice, sachez que Russell James, dans son cours, a prévu à peu près 150 questions pour toucher absolument à tout. Et chacune de ces questions repose sur un article scientifique. Alors, ça nous permet vraiment d'aller plus loin avec la sollicitation, la grande demande. J'ai laissé le ask parce qu'on l'utilise fréquemment, mais c'est la grande demande. C'est aussi souvent la bête noire chez beaucoup de personnes en philanthropie. Et aujourd'hui, à travers cette section-là, au terme duquel nous aurons une petite pause, là, Claude, je t'avertis un petit peu à l'avance, vous serez à mesure de faire un ask, comme le dit la littérature. Et ça, c'est absolument fabuleux. Alors, les solliciteurs, ils pensent souvent, on va dans des congrès, on voit des conférenciers qui en parlent, mais c'est un peu, on n'est pas loin de l'alchimie, hein? On ne sait pas trop, c'est un peu mystérieux. On arrive dans des organisations caritatives, on n'est pas forcément formé automatiquement, mais heureusement, la science nous parle, on doit l'écouter. Il y a un inconfort qui est présent, puis je pense que c'est dû à une mauvaise compréhension des étapes qui précèdent celle de la sollicitation. Un ask, ce n'est pas une étape isolée, détachée du reste du processus, qui nécessiterait par ailleurs des habiletés qu'on n'aurait peut-être pas vu à venir plus tôt, ou des outils ou des compétences nouvelles. Non, ce n'est vraiment pas ça. Vous voyez, la conversation philanthropique qui débute à partir de, notamment un peu à la fin de la qualification, parce que vous pouvez parler à vos donateurs et donatrices à ce moment-là, mais qui prend toute sa force à partir de la sensibilisation et qui va vous accompagner le cycle durant. La conversation, c'est un outil puissant et structuré, nous dira James. Voici pourquoi, voici comment. Dans la typologie de Russell James, l'histoire du donateur, ses proches, ses valeurs, c'est extrêmement important. Quand je vous disais qu'il y avait à peu près 150 questions dans sa formation, ben, on touche absolument à tout. Et ça, c'est important de bien rassembler toutes les informations que vous pouvez obtenir. Et tout ceci, ça va constituer, selon la typologie de Russell James, l'identité. Ça va constituer l'identité de votre donateur à partir de son histoire, ses proches, ses valeurs. Et ces trois éléments-là, on retrouve un lien avec votre organisation. C'est à vous de le trouver. Bien sûr, vous allez lui présenter un projet philanthropique qui lui colle à la peau. C'est bien évident, parce que vous allez connaître son histoire. Vous êtes en fondation d'établissement de santé, par exemple, quelqu'un qui a un épisode de cancer ou qui a une greffe rénale. Vous connaissez l'histoire, même l'anthologie de la famille. Alors, le projet philanthropique ne sera pas dénué d'intérêt, celui que vous allez bien sûr lui présenter. Et pour James, ça, le projet philanthropique, c'est comme une victoire. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, je résume Russell James, parce que ces webinaires théoriques sont absolument merveilleux, mais je vous résume la situation pour nous amener aujourd'hui, dans les 2 prochaines minutes, à ensemble faire un ask. Un ask, ben, c'est le défi qui va faire le lien entre l'identité et la victoire promise. Vous voyez ici, j'ai récupéré la photo ou l'image. L'identité, c'est ce pourquoi la personne va accepter de faire un don, mais pas avant que vous lui avez présenté le projet philanthropique qui va faire du sens à ses yeux. Comment on fait ça? On résume. Vous avez bien identifié et qualifié votre prospect. Vous comprenez parfaitement le lien d'histoire entre votre cause et ce donateur potentiel.
l'identité, ainsi que le projet que vous lui avez présenté et pour lequel il est destiné. Alors, voyez que tout ceci se tient. Vous êtes donc prêt à lui soumettre un défi, de lui demander. Oui, effectivement. Ça prend quoi? Vous voyez à droite l'identité, le défi, la victoire. Ça fonctionne comme ça. Ça vous prend un énoncé qui décrit le lien existant entre le défi et l'identité. Je vous ai parlé tout à l'heure que l'identité, c'est ce pourquoi il va accepter ou elle va accepter. Le deuxième, c'est de décrire comment la victoire fera du sens. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure pour elle ou pour lui. Et le libellé du ask de la demande qui aboutit. Ces trois éléments-là, simples comme 1, 2, 3, diront certains, ne se placent pas à froid. Évidemment, vous aurez compris qu'il y a tout un chemin parcouru dans la conversation philanthropique qui peut s'échelonner sur plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, dépendamment. Et il vient un moment où tout ceci se place. Alors, vous êtes prêts à faire un ask? On regarde ça ensemble? Ça ressemble à quoi au juste? Alors, 1, l'énoncé qui fait le lien entre l'identité et le défi. Par exemple, un cas de cancer pour les gens dans le domaine du secteur de la santé. Et là, je vous dis, ces choses-là surviennent à un moment approprié. On ne se lance pas à froid comme ça, avec ces trois libellés-là, avec quelqu'un avec qui on n'aurait pas eu l'antécédent, tout le chemin parcouru, toute son histoire à propos de ses proches et de sa famille. Vous avez fait beaucoup pour améliorer les soins des autres patients depuis que votre propre cancer a été diagnostiqué. Nous vous en remercions encore une fois. Deuxième énoncé, celui qui fait le lien entre la victoire et l'identité. Vous comprenez comment des vies pourraient être changées désormais en offrant un programme de dépistage précoce gratuit. Accepteriez-vous de faire ou envisageriez-vous de faire un don de 100 000 pour aider à financer des cliniques de dépistage? Simple comme 1, 2 et 3. Vous voyez, le montant ici, c'est comme un don majeur, mais ça pourrait être un don par testament, puis on va le voir dans le deuxième exemple. Là. Mais ceci dit, voici les 3 étapes à franchir, les 3 libellés proposés dans différentes circonstances. Là, on parlait du secteur de la santé et qui vont vous permettre de faire le ask. Secteur de l'éducation, vous êtes un fier diplômé de l'Université Laval. Depuis que vous avez obtenu votre diplôme, il y a maintenant 20 ans. Vous comprenez l'importance des bourses de mobilité afin de donner aux étudiantes et étudiants la possibilité de parfaire leur spécialité ailleurs dans le monde. Accepteriez-vous de faire un don de 50 000 pour financer une bourse permanente nommée en votre nom afin d'aider d'autres étudiants, tout comme vous, à devenir de fiers diplômés? 1, 2 et 3. Mais Russell James, ne s'arrête pas là. Regardez bien. On reprend l'étape qu'on vient de franchir. Vous êtes un fier diplômé de l'Université Laval, l'Université d'Ottawa, depuis que vous avez obtenu votre diplôme il y a 20 ans maintenant. Vous comprenez l'importance des bourses de mobilité. Accepteriez-vous de faire un don de 50 000 pour financer une bourse permanente nommée en votre nom afin d'aider d'autres étudiants, tout comme vous, à devenir fiers diplômés? Et dans son cours, Russell James nous fait part d'une 4e étape. Je vous la montre? Regardez ça. Vous voyez ce qui s'est passé? J'ai gardé peut-être 8 secondes, hein, sans rien dire. Quand vous allez faire ça, les 3 questions, selon le secteur d'activité que vous occupez au plan caritatif, la 4e étape, c'est de garder le silence. Oui. Le silence fait partie de la communication. En mars 2023, j'ai eu un moment de conversation avec Russell James. Oui, on a parlé de son modèle d'analyse, de ce qu'il voyait dans le cerveau, tout ça. J'ai demandé, Dr. James, parlez-moi du silence. Et je vous résume un peu l'essence, là. Je vais prendre 2 minutes pour vous parler de ça, c'est trop bon. Il a dit, les fundraisers, les solliciteurs, vous savez, on est tous un peu frénétiques, hein? On a la communication horreur du vide. On veut remplir les vides absolument. Or, le silence
fait partie non seulement de la communication, mais il fait partie de la conversation philanthropique. En installant le silence à la quatrième étape, vous allez vivre un moment bien particulier. Moi, ce que je qualifie, c'est un état de grâce. Parce que vous aurez redonné au donateur la capacité, la possibilité de dire oui, oui. Et surveillez bien le nombre de secondes qui s'écoulent quand vous allez arriver à l'étape numéro 4. Mordez-vous les lèvres pour ne pas parler. Et vous allez vivre un moment de grâce, je vous le promets. Le silence, dira James, fait partie de la conversation philanthropique. À ce stade-ci, vous savez, parce que j'ai déjà évolué en fondation d'établissement de santé, maintenant en fondation universitaire, et je sais que dans certains organismes, il y a beaucoup de pression pour dire, ben oui, ça en prend des dons planifiés, il faut que tu ailles faire signer, puis ainsi de suite. Est-ce que vous êtes tenté de prendre des raccourcis? Ça vous arrive quelquefois, puis la pression est forte, je le sais, je vous connais. Regardez, si vous voulez sauter l'étape de la qualification, vous allez tout simplement perdre votre temps. Pire, si vous sautez les deux étapes, qualification, sensibilisation, pour sauter l'étape de qualification, ben, vous allez vous casser les dents. Je dis souvent à mes collègues, je dis ceci, le romantisme a toujours sa place en philanthropie. On ne se jette pas sur les donatrices et donateurs comme un goéland sur une frite de McDonald's. Ça résume très bien la danse dans laquelle on doit s'inscrire avec la conversation philanthropique. Et c'est ce que nous rappelle ici Greg Warner, dont le livre Engagement Fundraising, et c'est un petit bijou que je vous invite à lire et à parcourir. À ce moment-ci, Claude, je cesserai le partage et peut-être pour accueillir quelques commentaires et questions, à moins que tu me dises que tout va bien. Ben, écoute, ça va bien, effectivement. Là, les gens, Katia, entre autres, qui nous dit que c'est passionnant. Merci pour cette belle présentation à accent scientifique. Effectivement, Marc, tu es égal à toi-même, hein? De là, l'importance de demander quelle histoire est derrière le don, nous dit Kim. Effectivement, Kim. Jean qui nous demande comment s'assurer que le planificateur d'un donateur est suffisamment compétent pour aborder et faire réaliser le don. Moi, personnellement, je ne veux pas répondre à ta place. Moi, personnellement, je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels du milieu, mais Oui. j'aimerais t'entendre là-dessus, Marc. Ben, j'aurais répondu comme toi, Claude. C'est un peu ça. Il y a Kim également qui nous demande est-ce qu'on a des ouvrages, est-ce qu'il y aura des ouvrages francophones à nous suggérer? Je sais pertinemment que le livre Excellence in Fundraising est en cours de traduction, qui est un best-seller au Canada et qui est nommé pour la certification CFRE. Mais est-ce qu'il y a d'autres, à ta connaissance, Marc, des ouvrages francophones? Pas vraiment, hein? Non, c'est Non, ça, hein? non, Mais merci beaucoup, pas quand même. ou pas du Il ne tout. peut, Mhm. effectivement, il ne peut. Puis pourquoi est-ce que je vais vite, Marc? C'est qu'il reste à peine 10 Oui, minutes. OK, on poursuit et Donc, on termine. oui, on poursuit, ouais. Puis C'est bon. on pourra revenir avec quelques questions par la suite. Oui, absolument. C'est bon. L'étape des remerciements et de la reconnaissance, hein, dire merci et renforcer le sentiment d'appartenance, une étape à ne pas négliger. Vous savez, vous le faites déjà euh, pour le premier don. On dit merci de toute façon et, pardon, et ça doit faire partie de votre stratégie de reconnaissance. Par la suite, il est important de poursuivre des actions de fidélisation des donateurs. Je vous montre ici une petite matrice que vous pourrez vous doter, hein. On le fait déjà pour le tout premier don, le don occasionnel, en passant le premier don. C'est extrêmement important d'encourager les dons subséquents. Vous pourrez ajouter le don majeur et le don planifié aussi à votre séquence dans cette petite matrice. Plus largement, l'étape des remerciements et de la reconnaissance, comprenant notamment courriel de remerciement, appel, courriel de bienvenue, lettre de bienvenue, lettre à la main, invitation au gala pour la reconnaissance. C'est intéressant, mais j'attire votre attention sur les spécifications pour chacune d'elles. Et ça, il faut être très rigoureux dans votre processus pour bien accompagner le cheminement de vos donatrices et de vos donateurs. Jim Langley, à qui on doit The Future of Fundraising, qui nous invite à changer complètement nos paradigmes, hein, avec la philanthropie, a produit ceci. C'est une petite matrice qui va vous donner, non pas concrètement tout ce qu'il faut faire, mais ce pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils attendent en retour d'une donation. 4 étapes, 4 morceaux, la reconnaissance,
faire partie des initiés, gratification psychologique et impact. Et sous chacun d'eux, vous avez inscription tangible de leur nom, honorer un événement, mentionné dans une publication, agir comme conférencier invité, faire partie des initiés, accéder à un niveau de reconnaissance distinctif, être consulté sur des questions d'importance, se sentir partie prenante. Gratification psychologique, avoir de la rétroaction de la part des personnes qui bénéficient de leurs dons, voir comment les valeurs sont transférées ou traduites dans leurs gestes philanthropiques, avoir cette impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Vous voyez, l'altruisme est là. Et constater des améliorations concrètes, voir la mission de l'organisme progresser, obtenir un retour sur l'investissement et voir que leur don a apporté une solution concrète au plan social ou au plan de la santé, peu importe. Fidélisation, je termine sur ces quelques vignettes-là. La fidélisation, encore là, une petite matrice qui vous invite à regarder les spécifications que vous utilisez, que vous allez appliquer sur les différents véhicules, notamment abonnement de publication. C'est que la conversation philanthropique se poursuit toujours en mode fidélisation. Pourquoi? Et curieusement, on disait jadis, hein, il faut continuer à communiquer, on est obligé. Un don par testament, ça se change sur un lit de mort. Je paraphrase là, mais je sais qu'on a évolué avec ce paradigme-là pendant bien des années. Russell James, oui, encore lui, revient en 2020 avec un article publié dans le University of California Davis Law Review, un article portant sur une étude longitudinale. Et là, vous voyez, là, ce que vous voyez, c'est le comportement d'une série de donateurs à travers le temps. Et la barre du milieu que vous voyez ici, je vais vous la montrer avec le petit stylet. La barre du milieu, c'est le moment où ces personnes-là font un don par testament. Et vous savez qu'est-ce qui se produit après? Bien sûr, la conversation philanthropique se poursuit. Il y a une explosion de 77 % d'augmentation des dons annuels. Alors, ceux qui pensaient que ça mettait la fin à la vie philanthropique, détrompez-vous. Russell James nous prouve encore une fois qu'on doit véritablement changer nos paradigmes par rapport à nos a priori, nos manières de penser de jadis. Conclusion en 2 temps. D'abord, le cycle de sollicitation et ses étapes et ce que nous disent les spécialistes. Toutes les étapes sont importantes. Je pense avoir assez appuyé sur ce point. La conversation philanthropique est votre meilleur allié. Le cerveau droit est le siège de décision et c'est la responsabilité du solliciteur de connaître l'histoire du donateur ou de la donatrice. La communication, vous l'aurez bien senti tout au cours de la présentation, joue un rôle déterminant dans toutes les étapes du cycle de sollicitation. Ce que disent les experts, les spécialistes. Bien, je reviens avec Jim Langley avec ce graphique-là. Regardez, c'est Bank of America en 2003 qui a fait une étude dans les foyers aisés qui faisaient des dons. Et les raisons pour lesquelles les personnes donnent, là, regardez, c'est ça en haut. Les valeurs personnelles et les croyances et l'intérêt dans le secteur d'activité pour lequel ils font des dons. Jim Langley est complètement consterné quand il regarde tout le temps que l'on prend pour faire les argumentaires, les présentations musclées, le compelling pitch, l'argumentaire convaincant. Là, on passe du temps, là, on est en mode push. Et ce qu'il dit, prenez le temps d'écouter, c'est ce que nous révèle cette étude-là. Et on n'est pas foncièrement différent des Américains, croyez-moi. Je termine avec les parties de Fraser Green et Ken Ramsey pour dire qu'il y a 20 ans d'expérience dans cette citation, puis je termine avec les 2 dernières pages. Ma première grande leçon a été celle-ci. La collecte de fonds n'est pas une question d'argent. Il s'agit de personnes qui donnent de l'argent. Une bonne collecte de fonds est relationnelle plutôt que transactionnelle. Et plus loin, notre ami Fraser Green nous dit ceci. Nous avons également appris au fil du temps que les donateurs de legs, comme la plupart des autres donateurs d'ailleurs, sont motivés par un déclencheur émotionnel. Une fois que le cœur veut aider, la tête s'occupe du reste. C'est assez clair. Je termine avec Ken Ramsey. Ken Ramsey, avec son livre Empowerment Dialogue, il a 10 principes dans son livre, j'en prends 3 simplement. Regardez ce qu'il dit de la philanthropie. La collecte de fonds, dans sa forme la plus achevée à son meilleur, c'est un dialogue. Les donateurs potentiels doivent être mobilisés. Empowerment, c'est difficile à traduire, mais mobilisés et non convaincus. On ne doit pas leur enfoncer dans la gorge un projet. C'est
la personne qui va choisir ce projet-là. Et enfin, les émotions et sentiments sont la source de tous les dons. C'est un peu le message qui traverse l'ensemble de la littérature, à partir du cerveau droit, en passant par Ken Ramsey, Russell James, Jim Langley. Et j'espère que ce webinaire vous a plu. Écoutez, mon nom est Marc Deschênes, depuis l'Université Laval à Québec. Je, je cède la parole à Claude pour Ben, quelques questions ou le mot de la fin. oui, oui, tout à fait. Tu vas me céder la parole, mais tu vas rester là pour répondre à, à quelques questions, Marc. D'entrée de jeu, merci beaucoup, sincèrement. Très belle présentation. Euh, Olga qui nous dit présentation fantastique, de grande valeur, comme présentateur, exactement. Marc, tu as beaucoup de reconnaissance. Donc, effectivement, là, j'entends les gens t'applaudir, là. Donc, Mm. merci beaucoup. Quelques questions. La dernière question aussi, qui nous vient de Bénédicte, que je salue d'ailleurs. Euh, Lors du dernier congrès, une des conférencières a mentionné que les programmes de reconnaissance, exemple le cercle d'appartenance, les centres associés, pardon, étaient en voie de disparition pour laisser place à des approches de reconnaissance individualisées. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Puisque Bénédicte interpelle notre programme Les Centres associés, moi, je dois dire que Non, non, c'est moi, non, c'est moi c'est pas ça. OK. qui dit Ben, comme les sans associés, là. comme les Mais centres associés, oui. Euh, ben, moi, je dirais, je porterai encore attention à la notion de regroupement. On a tous un instinct grégaire de faire partie d'une cause qui nous est chère. Et à travers les personnes ou les conversations que vous aurez dans le domaine hospitalier, là, il y a des gens dont les enfants ont souffert de différentes maladies, mais faire partie de cette grande famille, puis je nommerai aucune fondation, là, mais la notion de groupe, ouais, d'appartenance, c'est extrêmement important, autant des bénéficiaires, autant que les diplômés des grandes universités canadiennes. ouais. Effectivement, d'avoir un sentiment d'exclusivité aussi, d'avoir un sentiment d'appartenance aussi envers ce type de don-là, si on veut. Mhm. Ça, c'est beau, c'est beau. J'avais quoi également? Alors, pour moi, c'est ça. Je m'étais noté ça, Marc. Moi, je Oui. pense qu'effectivement, tout ce que tu mentionnes là, c'est excellent. Mais pour aller faire une demande, pour vraiment là, dire, OK, je vais aller, il faut que tu aies fait un don planifié toi-même. Il faut que tu te sois engagé toi-même. Moi, pour Oui. moi, c'est le minimum, là. Donc, parce que faut que tu le vives toi-même pour pouvoir comprendre dans quel esprit ça t'amène, dans quel esprit ça te transporte de faire un don planifié. Je ne sais pas ce que tu en penses toi-même, là. Oui. Oui, parce que la question va arriver, hein, puis c'est pas une question d'avoir peur Oui, de se faire poser la question. Moi-même, j'en ai fait un. Puis, sachez que on ne peut pas demander aux autres ce qu'on n'a pas fait nous-mêmes. C'est aussi c'est simple que ça. ça. C'est une règle de base. Puis je vous dirais qu'à travers les dons, vous savez, il y a une partie de la littérature qui est documentée qui dit que à travers la philanthropie, hein, quand on fait des dons importants, ça fait baisser la pression artérielle. C'est documenté. Oui, Alors, oui. moi, je vous invite à, à Oui, oui, baisser tout à votre fait. pression. Donner, oui, c'est ça, donner allonge ton espérance de vie. Oui. Marc, merci beaucoup. On aurait pu faire un webinaire de 2 heures avec ton matériel, très intéressant. Merci beaucoup. Les gens, vous allez pouvoir le réécouter puisque le lien va va vous faire parvenir d'ici 24 heures. On vous demande bien entendu de prendre quelques instants pour répondre au sondage. Corinne va publier le lien dans le chat, dans le clavardage. Prochain webinaire en français, mercredi 26 février, quand Badreddine va présenter Maximiser l'impact philanthropique, le pouvoir des dons mixtes. Prochain webinaire en anglais le 27 novembre. Et pour toute question sur les webinaires ou programmes de perfectionnement professionnel, communiquez avec Erin. On vous rappelle que notre programme de formation dont fait partie la série des webinaires est rendu possible, pardon, grâce à la générosité des personnes comme vous qui contribuent à la fondation de la CPDP. Donc, si vous voulez soutenir la fondation, simplement allez sur la fondation de la CPDP et vous allez avoir toutes les informations. Au niveau des activités francophones, la CPDP nationale, le 6 novembre, j'aurai le privilège d'animer avec Nathalie Gagnon la journée des techniques fondamentales de dons planifiés, une journée complète pour les dons planifiés qui est offert ici à Québec. Comme je l'ai mentionné, section Québec, 12 novembre, a donc planifié les données au service des relations philanthropiques. Ça va être très intéressant avec Sylvain Ladouceur. Le 4 décembre, le café philanthropique,
qui est très intéressant de 8h30 à 9h30. On se réunit, on discute philanthropie, on discute dons planifiés. Et le 11 décembre, de midi à 13h15, qu'est-ce qui vous retient d'engager des conversations productives avec vos donateurs et vos donatrices à propos des dons planifiés qui va être d'Emmanuel Euvard et de Peggy Killen? Donc, un grand merci encore une fois, Marc. Sincèrement, c'est très apprécié. C'est clair que l'ensemble des participants, participantes ont apprécié également. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir été avec nous et j'espère que vous avez aimé et à une prochaine fois. Merci.